bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux effectivement d'être ici pour modérer cette table ronde. Je voulais quand même rendre hommage, ça a été dit un peu par Nando, mais je voulais quand même rendre hommage à l'archipel des Lucioles qui chaque année relève de nouveaux défis. Et donc effectivement, nous avons un panel international avec pratiquement autant d'interprètes que d'intervenants aujourd'hui. Donc merci aussi aux interprètes donc, de nous faciliter cet échange. C'est vrai que ce matin, cette première discussion, cette première présentation qui a été faite du plan a été un peu une surprise pour tout le monde. Alors c'était un peu dans l'air. On a l'impression que les planètes sont alignées d'habitude. On se retrouve plutôt, vous retrouvez plutôt pour gérer des baisses de crédit, des subventions qui stagnent, des annonces politiques qui n'arrivent pas. Et là, soudainement, donc le ministre de l'Éducation nationale et celui de la Culture et celle de la Culture donc se retrouvent dans une école pour annoncer une série de mesures. Donc effectivement, je sais que ces mesures vont aussi alimenter vos réflexions. On va en savoir un peu plus au fil de ces 3 jours. Et donc c'est très bien. Alors moi, le point de départ, ça reste quand même que toute cette politique est très fragile. Et on le voit bien en ces temps difficiles. C'est souvent la culture qui trinque. On le voit dans un certain nombre de collectivités locales et territoriales. Ici même, la région Grand Est a annoncé la semaine dernière une probable réduction de 10% de son budget culture pour l'année 2026. Alors, ce n'est pas encore définitif puisque le budget prévisionnel sera débattu le 18 décembre. Mais cela nous dit quand même combien la culture reste menacée et souvent, malheureusement, une variable d'ajustement des politiques budgétaires. Et donc, ça nous dit aussi combien tout ce que vous faites sur vos territoires est fragile. Vous représentez des pièces essentielles tous de ces dispositifs et de cet édifice culturel construit au fil du temps dans notre pays. Ça a été dit ce matin par le recteur, ça a été redit tout à l'heure. Donc, la France est une référence internationale pour ce qui est de l'éducation au cinéma. Un projet qui a été patiemment construit, étape après étape, jusqu'à la mise en place de ces divers dispositifs qui structurent aujourd'hui l'éducation au cinéma auprès des jeunes et que coordonne donc l'archipel des Lucioles. C'est le résultat d'un long processus lancé il y a 30 ans. Ça a été dit aussi, mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à l'origine, c'est une initiative des salles de cinéma. Alors l'éducation aux images s'est inscrite dans la dynamique de l'éducation artistique et culturelle des années 80, qui visait à amener chaque enfant ou adolescent à une rencontre avec l'art, pas seulement une pratique artistique, mais une rencontre plus intime avec les œuvres. L'EAC qui rejoint aussi les valeurs de l'éducation populaire, lancée au siècle précédent avec l'idée que la culture, le savoir et la participation doivent être accessibles à tous. Dans tous les cas, l'objectif était de réduire les inégalités d'accès et de considérer la culture comme un bien commun. Du local à l'international, cette table ronde va nous permettre d'évoquer 2 initiatives d'éducation aux images déclinées dans d'autres pays, mais en collaboration avec des acteurs culturels et institutionnels français. Donc pour commencer, et pardon pour cette introduction un petit peu longue, je vais vous présenter nos invités. Donc María Fernanda Barriento, tu es coordinatrice du programme Otros Ojos, Autres yeux en français, un programme initié par l'ambassade de France en Colombie et qui se déploie sur les 5 pays andins, c'est-à-dire la Colombie, donc l'Équateur, le Pérou, la Bolivie et le Venezuela. Et j'en profite pour saluer à distance Arnaud Miquel et aussi Gilma Rubio du service culturel de l'ambassade de France en Colombie. Andrea Afanador, tu es directrice du développement national à Pro Imágenes Colombia depuis 2005, je crois.
Pro Imágenes Colombia, si j'ai bien compris, c'est un peu le CNC, Unifrance et la Cinémathèque française à la fois. En fait, pardon. Hmm. Et en fait, vous vous attachez à faire vivre le cinéma colombien dans toutes ses dimensions. Et toi, tu es chargé du programme Otros Ojos en Colombie. Paul Houdin, alors on a parlé ce matin de l'éducation populaire. Tu es délégué culturel de la Ligue de l'enseignement Fédération des œuvres laïques de la Moselle. Tu es membre du comité de pilotage du projet Créa Jeunes dont nous allons parler, donc un concours vidéo et un festival transfrontalier réservé aux moins de 30 ans. Un projet qui est développé depuis presque 20 ans maintenant dans ce qu'on appelle ici la grande région. Et donc pour ceux qui ne sont pas d'ici, la Lorraine en France, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat en Allemagne, le Luxembourg et la Wallonie en Belgique. Et enfin Thomas Scherer, donc toi tu es cinéaste et intervenant dans les ateliers du projet Créa Jeunes dont tu as été toi-même lauréat il y a quelques années. Et avec toi, nous aurons le point de vue d'un créateur sur ces dispositifs. Tu pourras nous expliquer aussi comment fonctionne, ou ne fonctionne pas d'ailleurs, je ne sais pas, l'éducation à l'image en Allemagne. Quant à moi, si l'occasion m'en est donnée, eh bien je vous parlerai peut-être aussi de l'éducation à l'image en Espagne, puisque je viens d'y passer 4 années et c'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé. Nous allons maintenant donc traverser l'Atlantique pour rejoindre la Cordillère des Andes et parler du projet Otros Ojos, initié donc par l'ambassade de France en Colombie. Et c'est un projet donc initié, inspiré des dispositifs français et qui consiste à emmener des élèves au cinéma 3 fois par an dans le cadre d'un projet pédagogique. C'est un projet très ambitieux, destiné à habituer le jeune public à aller au cinéma, mais aussi à dynamiser le secteur du cinéma. Et donc, Maria Fernanda, tu es la coordinatrice du projet sur l'ensemble de la zone andine. Tu es basée à Bogota aussi. Est-ce que tu peux nous présenter donc, ce projet et nous en décrire les objectifs? Oui, bien sûr. Alors, le programme Otros Ojos, c'est un FEF, un Fonds d'équipe France du ministère de Relations internationales étrangères. Et c'est la coopération audiovisuelle régionale pour les pays andins qui est basée à Bogota, l'ambassade de France à Bogota, et qui a mis en place, l'idée c'était un peu d'adapter le programme d'éducation à l'image aux réalités des pays andins, parce que c'est vraiment un écosystème différent. Et c'est un programme pilote qui a commencé l'année dernière avec un premier séminaire d'éducation à l'image. Alors, il y a des experts français qui sont venus un peu expliquer de quoi il s'agissait ce programme. Et il y avait des acteurs de cinéma, distributeurs, producteurs de cinéma et médiateurs artistiques qui sont venus à Bogota pour prendre ce séminaire et un peu apprendre de quoi il s'agissait, le programme d'éducation à l'image. Et c'est comme ça qu'à partir de février pardon, j'ai oublié de... Ah, ça marche pas. Ok. Et c'est à partir de février de cette année de 2025 que le programme a commencé dans les 5 pays andins, alors Bolivie, Équateur, Colombie, Pérou, Venezuela. Les objectifs, c'était pour un peu, disons que dans les pays andins, les gens ne regardent pas leur cinéma. Alors, les spectateurs sont pour voir le cinéma latino-américain, c'est chaque fois moins. Alors, c'était un peu pour pouvoir emmener les gens et les spectateurs au cinéma, mais qui commencent depuis leur jeune âge. C'était ça au début, et c'était pouvoir montrer des films latino-américains et de montrer des films français aux petits. Et c'est comme ça qu'on a, avec un comité de programmation dans les 5 pays, on a choisi 17 films entre français et des pays andins. Il y a Interdit aux chiens et aux Italiens,
L'argent de poche pour les Français. Il y a aussi l'Odyssée de Chaume, c'était des films français. Et il y a d'autres films qui sont des pays indiens. Et on a fait des dossiers pédagogiques pour chaque film. On a un peu ici pour vous montrer. Et c'était une expérience pédagogique et culturelle. Alors les enfants, ils sont ils étaient âgés de 5 ans jusqu'à 16 ans. Ils ont allé 3 fois au cinéma. Et voilà, c'était un peu l'expérience, quoi. Le comité, il y a un comité éditorial qui choisit les films. Il y a eu un comité éditorial. À l'échelle de chaque pays ou c'est transfrontalier? C'était régional. Il y avait un comité par pays. Et après, on a choisi les films ensemble. Et sur quels critères? De l'âge et les thématiques. Mais c'était un peu, disons, improvisé parce qu'on ne connaissait pas vraiment comment faire. Par exemple, quand on a choisi L'argent de poche de François Truffaut, c'était un film qui est en français et qui a que des sous-titres. Et on l'avait choisi pas pour les super petits, mais pour des enfants qui ne lisent pas les sous-titres. Alors, un mois après, on a dû laisser ce film-là parce qu'on ne pouvait pas leur montrer. Ils n'arrivaient pas à lire les sous-titres. Alors, comme c'était un pilote, on était en train de régler toutes les choses dans le chemin. Et voilà, mais il y a eu des films super. Par exemple, Interdit aux chiens aux Italiens, c'est un film qu'ils ont adoré parce qu'on a parlé beaucoup de l'immigration, des différences. Alors, c'était très, très, très bien. Et c'était une expérience pour tous les... Là, il y a une projection de Alice, c'est un film colombien. Los Nadia, un autre film colombien. Et celle de L'argent de poche, c'est là. Et c'était dans des grandes salles de cinéma. C'était parfois dans des cinémathèques et parfois dans des salles commerciales, mais c'était un peu plus difficile, les salles commerciales. Et on a eu, depuis février jusqu'à maintenant, on a eu plus de 25 000 spectateurs. Et bon, et il y a Andrea ici qui va nous parler de l'expérience spécifique pour la Colombie. Andrea, oui, effectivement, tu peux nous expliquer donc à l'échelle de la Colombie comment vous coordonnez l'ensemble de ce dispositif. J'aimerais que vous nous parliez, et d'ailleurs peut-être toutes les deux, d'ailleurs vous m'aviez dit à un moment qu'il y a beaucoup de films en langue quechua, et comment vous gérez justement la question de la langue. Sí, bueno, buenas tardes. Efectivamente, la experiencia Colombia, como dijo María Fernanda, pues logramos, superamos la meta. Iban a ser 2.000 niños en la sala de cine y logramos 3.501 estudiantes. Como lo mencionó María Fernanda, nosotros... Ok, entonces ya paré, vale. Désolé. On va commencer de nouveau, désolé. Excusez-moi. La experiencia colombiana partió de un piloto teníamos una meta de 2.000 estudiantes en salas de cine durante el 2025 y cada uno de esos 2.000 estudiantes para asistir 3 veces a la sala de cine. On a commencé avec un prof pilote et depuis février 2025. Oui. Et on avait une estimation de personnes de 2500. 2000. Et ça arrivait à 3001 spectateurs. Pardon. Qu'ils sont allés 3 fois par semaine au cinéma. Non, par semaine. Par an. Ah,
Je suis vraiment désolée, c'est beaucoup d'informations. J'étais en train de traduire avant, alors je suis un peu confusée. C'est 3 fois par an. Y logramos además estar en 7 ciudades diferentes en el país. Es importante mencionar que es la primera vez que en Colombia se lleva a cabo una iniciativa de este tipo. On était dans différentes 7 villes du pays. C'est la première fois qu'on est arrivé à aller dans 7 types de projets en toute l'histoire de la Colombie. Entonces fue un gran reto para Proimágenes sacar adelante este proyecto. Tuvimos que generar muchísimas alianzas. Este es un proyecto que nosotros solos no podemos hacer. Tenemos que tener los ministerios de Cultura y de Educación. Tenemos que tener las cinematecas, por ejemplo. Alors, je vais faire un peu la traduction, moi. Alors, pour pouvoir faire ce pilote en Colombie, il a fallu se rapprocher des ministères d'éducation, des ministères de culture, des cinémathèques pour les salles, parce que ça ne pouvait pas être justement, parce que disons que l'ambassade elle avait donné de l'argent pour faire le pilote, mais il fallait avoir encore plus de partenaires avec nous. Y también logramos involucrar a los grandes exhibidores. Es importante mencionar que Colombia no tiene una red de salas distintas a los grandes exhibidores cinematográficos. Alors, il y a des salles commerciales, des grands exhibiteurs qui étaient en partenariat avec le programme aussi, parce qu'on n'a pas un grand réseau de salles indépendantes, indépendantes, oui. Entonces nosotros logramos hacer trayendo la experiencia francesa pero adaptándola al territorio colombiano, logramos hacer alianzas con estos grandes exhibidores, con todas las dificultades que eso significa, pero también con las cinematecas, también con las cajas de compensación, no sé cómo explicar eso. Et alors, bon, il y avait là on peut voir un peu qu'il y avait 4 salles multiplex, c'est-à-dire des salles commerciales, et 3 salles de cinémathèque, et 2 salles il y a une chose qui s'appelle, je ne sais pas si Camilo Bossa qui est par là peut m'aider. Moi, je peux. Il est où? Ah, ok. Tu connais ah, si, la salle de compensation. Parce que ça c'est tellement colombien. Oui, c'est cajas de compensation. C'est en fait, c'est une espèce de... Ça ne ressemble à rien, mais les entreprises sont obligées de payer une espèce de taxe, en fait, et donc qui alimente un fonds. Et ce fonds sert à financer des projets culturels et donc sportifs, effectivement, culturels, oui, voilà, oui, pas que, hein, éducatifs, oui. De la santé aussi, je crois. Oui, non, ça c'est plutôt pour les loisirs. Les cajas de compensation, c'est plutôt pour les loisirs plus que la santé. La santé, c'est comme la mutuelle, par exemple. D'accord. Ça c'est, oui. Voilà, donc c'est vraiment un projet typiquement colombien. Et donc, ce fonds sert à financer une partie du projet Parce qu'il y en a des cajas de compensation qui ont des salles de cinéma et des écoles. Alors là, déjà, on avait salle de cinéma, 2 cajas de compensation, plus les étudiants. Y también nos ocurrió, en muchos casos, tuvimos que hacer un modelo híbrido en donde el colegio pedía que el cine fuera al colegio y no los estudiantes a la sala de cine. Entonces, en algunos casos también hicimos un sistema híbrido donde los chicos iban en 2 ocasiones a la sala y en una ocasión al colegio. El cine también en el colegio, no solo en la sala. Alors, même si le programme c'est 3 fois aller au cinéma, dans quelques cas, il a fallu faire une version hybride. Les enfants, ils sont allés 2 fois au cinéma, dans une salle de cinéma, une 3e fois, et à l'école. Bah, dans de bonnes conditions, évidemment. C'était pas dans une salle de classe, c'était dans un auditorium et tout ça, mais il a fallu le faire parce que parfois c'était difficile de les emmener en transport jusqu'à la salle, et il fallait adapter un petit peu le programme. Exacto, íbamos adaptando un poco el programa a nuestra realidad, a las necesidades del país.
de un territorio que es geográficamente muy complejo y que aún sigue teniendo temas de violencia en algunos lugares. Alors, il fallait faire une adaptation un peu au programme parce que la Colombie, c'est un territoire tellement grand et il y a encore des endroits où il n'y a pas de salles et il y a encore beaucoup de violence, pas partout, mais il y en a des endroits qui sont un peu éloignés. Alors, il fallait faire un peu la version hybride, notre propre version de l'éducation à l'image, oui. Así es. Algo muy importante que hicimos fue hacer unos laboratorios para capacitar a los mediadores en cada una de las regiones. Realizamos 6 laboratorios presenciales y 1 virtual, buscando entregarles herramientas a esos gestores para que pudieran llevar a cabo la mediación con los chicos, también en un modelo también que atendiera las necesidades de nuestros jóvenes. Alors, dans le cas de la Colombie, par exemple, c'était important de pouvoir former les médiateurs qui allaient être dans la salle pour faire la médiation dans des projections. Alors, ils ont fait 5 laboratoires en présentiel et un laboratoire en virtuel où il y a eu plus de 100 médiateurs qui se sont formés dans l'éducation à l'image. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que vous avez créé un nouveau profil en Colombie, comme médiador. Pues que se creó como una nueva profesión de mediadores. Sí, sí, un poco sí, porque al no tener nosotros en Colombia una red de salas en donde el exhibidor es el mismo gestor que habla y se acerca a su público, pues sí tuvimos que empezar a capacitar a las personas en ello. Encontramos personas con mediaciones, que hacían mediaciones culturales en general, pero no específicas en cine, y allí fue donde impulsamos a estos 100 mediadores. Tuvimos 100 mediadores capacitados. Alors, disons un peu qu'il y a, oui, la médiation audiovisuelle, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est née en Colombie, mais normalement, c'est les exhibiteurs qui font les médiations, mais comme il n'y a pas des exhibitions, des médiateurs pour les exhibiteurs, et on a dû créer cet espace parce que normalement, c'est des médiateurs culturels, mais là, c'était des médiateurs formés spécifiquement pour pouvoir faire la médiation selon l'âge et l'audiovisuel, qui était formé dans l'audiovisuel. Y nos pasó algo muy interesante, y es que los docentes de los colegios, que inicialmente estaban un poquito reticentes con esta actividad, les gustó mucho y querían también tomar el taller y querían replicar esas herramientas en el aula de clase. Alors au début, il y avait les enseignants qui ne voulaient pas faire la médiation des projections parce que c'est plus de boulot, mais quand ils ont vu la médiation et tout ça, ils ont voulu participer des laboratoires de médiation et c'est eux qui voulaient encore faire comment répliquer? Reproduire, voilà. Et reproduire ce qu'ils avaient appris et utiliser ces outils dans ces classes. Vous voulez continuer de défiler où on est à la fin là? Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans l'expérience colombienne et des pays andins, et j'aimerais que vous nous en parliez peut-être, vous me l'avez dit à plusieurs reprises quand on a préparé cette table ronde, c'est l'importance que le ministère de l'Éducation nationale, et le public va comprendre où je vais en venir aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Culture travaillent étroitement sur ce dispositif, sur ce projet. En tout cas en Colombie, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pays de la zone. Moi, je vais parler des autres pays. Andrea va vous parler spécifiquement de la Colombie, mais disons que pour les pays andins, le Venezuela, on n'a pas travaillé ni avec les ministères, ni avec aucune institution publique, parce que c'est impossible au Venezuela. Et disons qu'un peu le Pérou, la Bolivie et l'Équateur
Ils étaient intéressés, mais pas vraiment à fond. Et c'est là, dans cette année, qu'on est en train de voir les résultats et les ministères sont en train de s'impliquer. Mais c'était c'était différent pour la Colombie, parce qu'en Colombie, il y a beaucoup plus d'industrie cinématographique et on a déjà un chemin un peu plus grand, quoi. En Colombia, aunque sí logramos trabajar con el Ministerio de las Culturas, que es un poco primo hermano de Proimágenes, y sí logramos trabajar con el Ministerio de Educación, igual ha sido un trabajo muy difícil, básicamente porque pues no es una política de Estado la educación en la imagen y porque actualmente políticamente el país está muy inestable. Entonces hay mucho movimiento de gente, durante todo el año tuvimos que iban y venían las personas y teníamos constantemente que volver a empezar, ¿no?, con ellos en nuestra relación. Alors, dans le cas de la Colombie, on a travaillé avec le ministère de Culture, qui travaille aussi avec le ministère d'Éducation. Au début, ils étaient super engagés l'année dernière, mais on a tellement d'instabilité politique qu'il y a tout le temps le ministère qui change et les ministres qui sont en train de changer. Et chaque fois, il fallait réexpliquer. On se demande un peu pourquoi déjà ça, oui, je ça crois. vous fait rire. Voilà quoi. Mais nous, on vit ça tous les deux. Non, vous aussi, tous les deux. Tous les 2 jours. Voilà, oui, oui. Et alors, réexpliquer de quoi il s'agit, le programme et tout ça. De toute façon, oui, le ministère de l'Éducation a collaboré un peu avec nous. Mais il y a des élections l'année prochaine, alors ça va être un peu plus dur pour savoir qui sera dans le ministère. Mais oui, bien sûr, si le ministère de l'Éducation n'est pas impliqué dans le programme, c'était plus difficile, c'était presque impossible. Bon, un peu le mot-clé de ce que vous faites et de ce projet à chaque fois, c'est s'adapter. Il faut savoir s'adapter aux réalités locales, à tout moment. Andrea y faisait allusion, il y a la violence aussi. Je sais que emmener les enfants dans une salle de cinéma, on sait qu'en France c'est compliqué, il n'y a pas assez de chauffeurs, ça coûte cher, les collectivités locales, etc. Chez vous, c'est un véritable défi, puisqu'il y a un enjeu de sécurité immense. Oui, disons que pour la Colombie, c'était moins défi, mais par exemple, apparemment au Pérou, il y avait pas mal de... Maintenant, il y a un truc de violence avec les transports. Alors, les écoles ne veulent pas emmener les enfants hors leur institution. Mais oui, c'est des défis. Il a fallu adapter le programme à chaque spécificité, à chaque réalité du pays. Et ça pouvait changer d'un mois à l'autre. Alors, il fallait toujours être à la bourre. Andrea. Sí, en Colombia fue así, adaptación, completamente, adaptación. Sí vemos claramente que en ciudades grandes como Bogotá o Medellín, los socios, ya sea una cinemateca o sea la caja de compensación con fama, es mucho más fácil trabajar con ellos. Para ciudades más pequeñas como Tunja, como Manizales, como Armenia, sin el apoyo del Ministerio de Educación, no vemos una manera de hacerlo. Évidemment, dans les grandes villes, c'est plus facile d'emmener les enfants dans les salles et tout ça, mais pour les plus petites, et dans les petites villes, si ce n'était pas avec le ministère de l'Éducation, ça aurait été impossible, parce que c'est eux qui ont mis, par exemple, le transport et les assurances pour que les enfants puissent aller au cinéma aussi. Alors, sans ça, c'était imposible de pouvoir sortir les enfants dans une projection. En las ciudades más pequeñas, que tampoco hay una sala de cine independiente, sino solamente hay salas de cine comerciales, ahí pues hubo que hacer esa conversación con esos grandes exhibidores, que obviamente esa conversación pasa por el dinero, ¿no? Si uno compra los refrigerios, la comida para los chicos, pues dan la sala. Si hay dinero de por medio, si no, pues no se mueve una hoja.
Alors, dans les grandes villes, il y avait les cinémathèques, alors c'était plus facile d'emmener les enfants là-bas, mais par exemple, dans les petites salles où il n'y a pas de cinémathèque ou des salles indépendantes, il a fallu faire des négociations avec les grandes salles. Mais dans le cas particulier de la Colombie, c'est eux qui vendaient les snacks pour les enfants. Alors, c'était pas qu'ils chargeaient comment on dit, ils ne chargeaient pas le billet, mais il fallait acheter les snacks pour les enfants. Alors, c'était la confiserie qu'on devait payer. Parce que, en général, les enfants qui allaient au cinéma, c'était des écoles publiques. Et comme dans les écoles publiques, ils donnent le goûter, il fallait aussi assurer le goûter pour les enfants dans les salles de cinéma, dans les petites villes. Je vais vous passer une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu, vous plonger dans l'ambiance de ce projet. Ah. Et alors là, il y a tous les partenaires pour vous montrer un petit peu qui sont nos partenaires. Et c'est vraiment un projet qui a été super grand. On a dû compter avec beaucoup de personnes par pays, par exemple, pour pouvoir faire ce projet. Pardon, une question qui vient déjà de la salle. Est-ce que c'est gratuit pour les enfants, le programme? Oui. Vous pouvez le dire, ça, parce que... Oui. Le programme, il est gratuit pour les enfants. Et parce que comme on travaille avec les écoles publiques, là, nous sommes en train de, pour la deuxième étape, disons un peu, c'est commencer à amener les enfants des écoles privées qui puissent payer un billet. Mais pour l'instant, c'est dans les écoles publiques. Alors, on est en train de faire cette partie pour voir qui peut payer la salle. Mais pour les écoles publiques, c'est impossible. On va y revenir et vous pourrez poser toutes les questions. Juste cette petite vidéo, donc... Paul, ça t'inspire quoi, cet exemple andin, toi qui coordonnes le projet Créa Jeune? De problèmes différents. Alors, Créa Jeune, on est vraiment sur des considérations qui sont à la fois différentes et similaires. Donc, comme tu l'as dit en introduction, c'est un concours, festival, on ne sait pas trop comment bien l'appeler, dédié aux créateurs de moins de 30 ans, dans lequel c'est un espace en fait qui a été conçu pour montrer les films d'atelier en plusieurs catégories, enfants moins de 12 ans, ados 12-18 et puis jeunes adultes 18-30. Avec un double objectif de montrer ces films et de faire se rencontrer les créateurs des différents pays, puisqu'effectivement on est à l'échelle de la grande région, donc on a des personnes du Luxembourg, de France, d'Allemagne, de Belgique. Et toi, tu t'occupes de la compétition ado à Metz, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. En particulier, donc, à Metz, on accueille la compétition ado, la compétition jeunes adultes et à Sarrebruck ou au Luxembourg, ça dépend. Et puis la compétition enfants à l'inverse. Et Créa Jeune, c'est porté par un réseau de structures, vraiment. Donc nous, la Ligue de l'enseignement
parce qu'on est structure d'éducation à l'image sur le territoire. Le Saarlandisch Film Bureau, qui est un peu notre équivalent à Saarbrück. Regio Plus pour la grande région, les villes de la grande région, et puis quelques acteurs publics et privés. Et donc ça fait effectivement 18 ans que Créajeune existe. On prépare la 18e édition avec toujours ces enjeux d'amener le public dans la salle et de partager par le cinéma des temps de culture commun, des échanges, des discussions, que ce soit pour le public, qui a parfois réalisé les films, parfois pas. Souvent, les équipes accompagnent leurs films à Créajeune. Et puis pour les jurys aussi, les jurys qui sont des jeunes généralement, c'est pas avant le collège, mais collège à jeunes adultes, pour voir les films, en débattre, délibérer. Et tout se passe, pour le coup, dans au moins deux langues, le français et l'allemand. Alors, ça a été dit tout à l'heure, c'est beaucoup grâce à toi que nous sommes ici aujourd'hui à Metz. Toi, tu es aussi coordinateur pour le dispositif Passeurs d'images, où on retrouve les valeurs de l'éducation populaire. Qu'est-ce que ce projet représente pour la Ligue de l'enseignement en particulier, pour l'éducation populaire en général? Eh ben, alors nous, effectivement, on coordonne Passeurs d'images pour le coup sur le territoire, et c'est important, alors, vu la spécificité de la Moselle, avec ces trois frontières, ces trois pays proches, et puis son historique, puisque sur le dernier siècle, ça a été un peu perturbé. Les considérations en particulier d'amitié franco-allemande sont très fortes sur notre territoire. Et puis, donc, ce qui a initié ce projet-là. Et puis toujours aussi dans l'idée que l'éducation populaire, c'est donner des espaces d'échange, de rencontres, et de construire ensemble et à plusieurs un futur désirable. Et en fait, Créajeune répond en partie à ça par, pour le coup, le biais de l'image, puisque c'est ce qui rassemble les structures qui participent à Créajeune. Mais plus largement, l'idée, c'est de faire du commun entre jeunes qui vivent en France, au Luxembourg, en Allemagne, à l'échelle de la grande région, quoi. Quels sont les critères qui sont retenus pour les films que vous recevez? Vous en recevez combien déjà à l'échelle de la grande région, et comment vous faites le choix des films qui sont ensuite promus? Alors, on reçoit une centaine de films, plus ou moins, ça dépend des années, et on ne choisit pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sélection, mais en fait, on délègue ce choix à nouveau un jury de présélection. C'est des jeunes adultes, pour le coup, de la grande région, qui n'ont pas forcément des compétences ou des appétences pour l'image. On demande au moins une curiosité. Et en fait, ces personnes, on les enferme pendant une journée. La prochaine, ce sera début décembre, là, dans une grosse semaine, pour voir les films. Et puis, alors, les sélectionner, parce que malheureusement, on n'a pas matériellement la possibilité de tous les diffuser. Et puis, donc leur rôle, c'est surtout de faire une sélection malgré tout, et puis constituer les programmes. Il n'y a pas de thématique imposée. Il n'y a pas de thématique imposée, puisque Créajeune, c'est vraiment conçu comme un espace pour montrer des films qui ont été réalisés. On n'est pas dans une démarche où on va dire cette année, Créajeune, ce sera la musique ou de l'animation. Faites-nous des films ou envoyez-nous des films qui correspondent à ça. On est vraiment plutôt dans l'idée d'accompagner et de donner des espaces pour montrer les films d'atelier et que ceux-ci soient vus. On met les jeunes en position de créateurs. Ouais, de tout en fait. Ils sont sur Créajeune, c'est vraiment le parti pris. Ils sont créateurs des films, ils sont jury, que ce soit pour la présélection ou pour la remise des prix. Ils sont spectateurs aussi, et on essaye vraiment de faire en sorte que sur le plus de ces temps possible, les personnes se rencontrent, que ce soit des temps qui soient partagés au-delà des frontières, même si elles sont plus proches que les frontières.
Et au fil des ans, est-ce que vous voyez une évolution sur les thématiques justement qui sont traitées par ces jeunes? Inévitablement, parce que les jeunes sont des citoyens comme les autres, ils vivent dans le monde qui est le même que le nôtre, et donc leurs films, de façon générale, reflètent les problématiques de l'époque. Personnellement, je ne coordonne pas Créajeune depuis très très longtemps, ça fait 3 ans je pense, donc j'ai pas un regard historique sur les 18 années, mais globalement, les films correspondent aux problématiques qu'on rencontre, nous, et certaines qui se retrouvent aussi dans ces rencontres. C'est des questions de développement durable, d'environnement, de santé mentale, même s'ils n'ont pas toujours les mots pour le dire. C'est pas toujours le sujet principal du film, mais c'est aussi des thématiques sous-jacentes qu'on retrouve toujours. Pour certains des films, c'est absolument certain que c'est des choix de la part des jeunes de traiter ce film-là, de faire ce film-là pour parler de tel ou tel sujet. Pour d'autres, parce qu'on est aussi sur des films d'atelier, on est en mesure de se demander si c'est pas une injonction de la structure qui a encadré l'atelier. C'est possible aussi, qui a dit on va faire un atelier vidéo, on va parler du harcèlement, par exemple. Et c'est pas plus mal pour autant, parce que chacun est dans son rôle en fait. La structure apporte une thématique aux jeunes. Parfois, il leur laisse un espace d'expression libre, et les deux cas de figure sont aussi vertueux l'un que l'autre. Et j'ai oublié le début de ce que je voulais dire. Et ça peut être un projet d'école aussi, ça peut venir de l'éducation nationale. Oui, tout à fait. Les films, ils sont vraiment issus de tous horizons. Il y a des films qui sont faits en temps scolaire, il y a des films qui sont faits hors temps scolaire, que ce soit dans des ateliers encadrés, ou par des jeunes qui, sur leur temps libre, font des films et ont besoin de les montrer. Et c'est ça qui est chouette dans Créajeune, c'est qu'on a vraiment tout type de films et tout type de créateurs. Et est-ce que suite à cette participation, est-ce que certains ensuite se prédestinent à une carrière cinématographique? Regardez. Vous me voyez arriver. Ouais, la transition est toute trouvée. Oui. Alors, pareil, je ne sais pas si c'est Créajeune qui provoque des vocations, ou si des jeunes qui avaient déjà cette idée l'ont confirmée par leur participation à Créajeune, ou d'autres initiatives similaires, bien sûr. Mais il y a des profils, il y a des personnes qu'on retrouve. Voilà, il y a un Maxime Simone, je pense à Maxime Simone par exemple, qui a été jeune créateur il y a quelques années, qui aujourd'hui travaille dans l'image, en a fait sa profession, et non seulement travaille dans l'image, mais a gardé cette dimension d'éducation, puisqu'il anime aussi lui-même des ateliers maintenant, et qui parfois les films se retrouvent à Créajeune. Donc la boucle est bouclée, et puis je pense que on verra avec Thomas tout à l'heure qu'effectivement ça se concrétise. Voilà, alors effectivement, donc Thomas, tu as participé il y a quelques années à Créajeune. Je le disais en introduction, tu as été lauréat d'ailleurs de ce projet. Est-ce que ça a fait naître en toi la vocation de devenir cinéaste? Bonjour. Je ne parle pas de français, sorry. C'est moi qui vais le faire. Alors, effectivement, à 14 ans, j'ai participé à Créajeune avec un film qui parlait de mon grand-père qui fêtait son 90e anniversaire. Et toute la famille n'a rien de mieux à faire que de regarder sur son téléphone. Et ils deviennent tous des zombies et le grand-père les tue tous. Alors, classique zombie. Alors pour chaque réalisateur ou pour chaque acteur dans ce domaine, c'est fantastique de voir son film sur les grands écrans et également depuis un public qu'on ne connaît pas et dont on ne connaît pas les réactions non plus. Et surtout, dans Créajeune, on rencontre des personnes comme soi-même. Et cela peut faire envie de continuer. Quelle expérience, toi, tu en as retiré, à la fois sur le plan personnel et sur le plan professionnel?
Lors de mes premiers films, je ne savais pas que ces possibilités existaient, de montrer ces films sur des festivals. Pour un petit garçon de 14 ans, voilà, je n'ai pas du tout envisagé cela. Et c'était un hasard. C'est par hasard que j'ai su que Créa-Jeunes existait et que ça existait pour les jeunes et qu'ils avaient la possibilité de présenter leurs propres films. Parce qu'avant, on faisait des courts-métrages qu'on mettait dans les tiroirs que nos personnes voyaient. C'est pour ça que je suis très reconnaissante d'avoir participé à cette mesure, d'avoir appris d'autres jeunes, appris à connaître d'autres jeunes. Et j'espère que ça va continuer à se développer. Et donc depuis combien de temps maintenant tu es mentor, donc maintenant et tu accompagnes donc d'autres ateliers. On va regarder une petite vidéo d'ailleurs d'un film que tu as fait. Alors depuis 2017, donc je suis réalisateur indépendant. Et c'est exactement depuis 2017 que je travaille avec des enfants et des jeunes aussi. Et cette année, j'ai travaillé en France pour la première fois. Et par contre, je ne parle pas du tout français. Alors, on va montrer la petite vidéo, puis après tu vas nous expliquer comment ça s'est passé. Alors, comment on arrive à ce résultat, Thomas, sachant qu'on ne parle pas la langue des enfants, que les enfants ne parlent pas ta langue? Combien de temps, quelles ont été les difficultés pour produire cette production qui n'est pas hollywoodienne? Le projet a duré 5 jours et nous avons réalisé 6 films avec 4 classes. Et on ne voulait pas être parfait. On souhaitait surtout promouvoir la créativité des enfants en ce qui concerne le narratif, en ce qui concerne le fait d'être acteur, de jouer avec la caméra. Donc que tout vienne des enfants, que ça se développe de manière naturelle, c'est à eux de penser les personnages. J'ai eu beaucoup de difficultés avec la langue. Je craignais un peu d'aller en France, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait c'est facile, que même s'il y a la barrière de la langue, c'était facile d'entrer en contact avec les enfants au niveau des images, au niveau de la créativité et de créer quelque chose ensemble. Et ça a vraiment super fonctionné, super bien. C'était un peu plus difficile avec les enseignants dans la cantine. Par exemple, j'avais très soif et j'ai réfléchi pendant 20 minutes pour savoir comment dire « est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau ?» Et après, j'avais faim. Tu me disais que les barrières, elles sont souvent dans la tête. On voit bien avec ce projet, c'est un projet transfrontalier. On arrive bien. La barrière de la langue peut ne pas être une barrière. Tu me disais, on pourrait très bien imaginer un projet avec des enfants colombiens, par exemple, du même ordre. Tout à fait, j'ai appris que la langue, ce n'était pas un obstacle. Surtout en ce qui concerne l'art et la culture, on arrive à de très beaux résultats. Et donc la barrière linguistique, elle n'est que dans la tête. Même que sans Nina, j'aurais un peu de mal à parler avec vous aujourd'hui. Donc là, on a deux projets qui sont très intéressants, qui sont transfrontaliers. Peut-être on a évoqué effectivement, et Nando le disait aussi en introduction, l'éducation à l'image. La France est un peu une référence internationale aujourd'hui. Elle a beaucoup investi depuis longtemps sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la situation en Allemagne, sachant que l'Allemagne est un pays décentralisé? Est-ce qu'il existe une politique nationale ou est-ce que certains des lenders allemands déploient des politiques pour justement enseigner le cinéma?
Quand j'étais ici en France, au début de l'année, j'ai rendu visite à un collège et j'étais vraiment impressionnée de tout ce que vous faisiez en éducation, au cinéma et à l'image en Allemagne. Ça dépend des établissements scolaires. Donc si l'établissement scolaire a envie de faire quelque chose, c'est possible. Mais il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de plan au niveau fédéral. Et c'est très dommage, parce qu'en France, j'étais vraiment impressionnée de voir tout ce qui se fait, surtout au collège, avec les jeunes. C'était vraiment une autre façon de travailler. Et on avait un esprit, des valeurs différentes par rapport au cinéma. Et aucun land allemand, à ta connaissance en tout cas, n'a développé un projet similaire. Ça reste une initiative locale d'un établissement scolaire. Mais il y a... Alors on ne peut pas vraiment le comparer. Il y a une semaine cinéma, mais pas tous les établissements scolaires participent. Donc c'est peut-être la seule chose qu'on pourrait comparer. Mais c'est beaucoup plus petit et moins significatif, moins ciblé. Moi, je pourrais vous dire deux mots de l'exemple espagnol, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, donc j'y ai passé 4 années. Alors en Espagne, l'Espagne ressemble à une fédération, c'est une royauté, mais le pays est extrêmement décentralisé. La culture et l'éducation sont des compétences décentralisées, donc qui sont gérées par les différentes communautés autonomes. Et donc, chacun fait un petit peu ce qui lui plaît. Le problème qu'on a, et là, en ce moment, il y a une volonté politique au niveau national de pouvoir mettre ces sujets-là sur la table. L'année dernière, le nouveau ministre de la Culture a annoncé un plan national très inspiré d'ailleurs du modèle français. Très inspiré du modèle français. D'ailleurs, on a été, moi à l'époque, dans mes fonctions précédentes, j'ai été beaucoup sollicité justement par les Espagnols pour leur expliquer comment ça fonctionnait en France. Ils sont venus à Paris, ont rencontré le CNC. Le problème qu'on rencontre, c'est que les communautés autonomes ensuite font ce qu'elles veulent. C'est-à-dire qu'elles ne sont absolument pas obligées de reprendre le plan et de le déployer sur leur territoire. Alors si elles sont de la même couleur politique que le gouvernement, il y aura peut-être une volonté de le faire. Sinon, non. Ce qui est intéressant, ce qu'on a pu constater en Espagne, c'est qu'en revanche, il y a un travail très fort des associations sur le terrain. Il y a beaucoup d'associations, alors plus ou moins selon les communautés autonomes. En Catalogne, c'est très évident. Au Pays Basque, où l'archipel des Lucioles a été il y a quelques années, c'est aussi vrai. La communauté de Madrid. Donc ces associations font un vrai travail de terrain. Et aujourd'hui, la question qui se pose justement face à cette difficulté de déployer l'ensemble du dispositif national sur tout le pays, c'est de voir dans quelle mesure justement ces associations peuvent se regrouper, resserrer les rangs. En fait, on se retrouve un peu dans ce que vous vivez et ce qu'on vit. C'est peut-être l'importance de cette collaboration et de tous les éléments de l'écosystème pour pouvoir faire vivre une politique publique nationale. Je voudrais peut-être qu'on revienne sur les pays andins. Je voudrais qu'on évoque la question de la professionnalisation, justement. On y a un tout petit peu fait allusion tout à l'heure. Tu en as un peu parlé. Effectivement, la question se pose de savoir ce que ce dispositif va devenir il a été porté par l'ambassade de France en Colombie. Tu le disais toi-même, la situation politique est instable en Colombie. Il y a des élections donc l'année prochaine. Comment faire pour que ce projet, en tout cas, puisse bénéficier, en tout cas pour que ce ne soit pas une comète, mais qu'il puisse en rester quelque chose? Je crois qu'il y a une volonté de travailler sur la professionnalisation, notamment autour de l'animation. Et dans ce cas, là, l'animation, c'est une partie du FEF. Le programme de Otros Ojos, ce n'est pas que l'éducation à l'image, c'est aussi le soutien à l'animation dans les pays andins. Et il y a aussi une partie de professionnalisation pour l'animation. Mais disons qu'un peu pour revenir à l'éducation à l'image,
et la pérennisation du projet. Et on a eu un deuxième séminaire cette année pour voir justement quels étaient les résultats pour chaque pays et essayer de faire une feuille de route pour ce qui reste de la subvention de l'ambassade de France pour les pays andins, c'est jusqu'à juillet de l'année prochaine. Et disons que là, un peu, il y a plutôt les ministères d'éducation des autres pays avec les résultats qui veulent voir comment il s'agit. Et disons que c'est notre deuxième partie du pilote, a commencé novembre jusqu'à juillet. Et en juillet, on aura, disons, les résultats finaux pour savoir vraiment qui est pour la continuité du programme ou pas, quoi. Alors, jusqu'à maintenant, c'est un peu la surprise. Mais disons que nous sommes en train de travailler dans cette feuille de route pour chaque pays avec leurs spécificités et aussi une feuille de route régionale pour continuer à travailler en collaboration. Disons qu'à niveau de professionnalisation, dans les pays andins, il y a déjà une professionnalisation assez grande des métiers du cinéma, chaque fois plus. Et beaucoup plus de personnes qui font du cinéma et personnes qui voient leurs films. L'enjeu, c'est aussi de permettre à des professionnels, à des réalisateurs de sortir plus de films aussi. C'est-à-dire on agit à la base pour aujourd'hui sensibiliser évidemment toutes ces jeunes générations, mais également donc former des spectateurs, bien sûr. Il y a cet enjeu, la part de marché. Tu peux nous rappeler la part de marché du cinéma Je crois que c'est Andrea qui peut vous parler de la parte de espectadores en Colombia, de cuántas películas se hacen. Alors. En Colombia se están estrenando en los últimos años, por ejemplo, en el año pasado se estrenaron 79 películas colombianas y lamentablemente de los 50 millones de espectadores que van a la sala de cine a ver películas de todas las nacionalidades, únicamente el 0.6% era taquilla colombiana, de películas colombianas. Alors, dans les dernières années, il y a une moyenne de 79 films par an colombiens et il y a 50 millions de spectateurs dans l'année, mais il n'y a que le 0,6% qui va aller voir des films colombiens. Alors vraiment, c'est un grand besoin de trabajar avec les audiences. Es decir, hay una brecha muy grande, hay una distancia enorme entre nuestras películas y los espectadores, y allí es donde se vuelve tremendamente urgente buscar esta formación en imagen con las nuevas generaciones, pensando en esos espectadores del futuro. Alors c'est tellement grand le trou qu'il y a entre les films colombiens et les films américains en général, et qu'il faut, c'est urgent de travailler sur les audiences et sur la formation de ces spectateurs depuis leur jeune âge. Y este año tenemos igual, vamos a cerrar creo yo, sobre 72 películas colombianas estrenadas. Tuvimos este año una grata sorpresa con la película Un poeta, que superó los 250.000 espectadores en sala de cine en Colombia, pero no tenemos un poetas todos los años, ¿no? Así que hay que seguir educando. Alors oui, pour cette année, il y aura 12 films colombiens. Il y a un film français qui s'appelle un film colombien, mais c'est une coproduction avec la France, et je crois qu'il est en salle de cinéma maintenant, qui s'appelle Un poeta, qui a fait qu'en Colombie 250 000 spectateurs. Ça, c'est une chose impressionnante qui n'arrive presque jamais. Mais bon, ça, c'est exceptionnel. Paul, quel est l'avenir du projet Créa Jeune? Est-ce que vous réfléchissez déjà à une façon de le développer ou de lui donner plus d'ampleur? Est-ce qu'il est possible de l'élargir géographiquement ou comment vous voyez ça? Alors, pour l'élargissement géographique, plutôt non, parce qu'il est quand même très ancré sur le territoire de la grande région, qui est déjà pas mal en termes de surface, et puis
Et puis vu qu'il y a cet enjeu de faire se rencontrer les jeunes, à un moment, si on commence à avoir un territoire qui est beaucoup plus vaste, on va perdre, je pense, cet aspect-là, en fait. Il n'y a pas, pour le moment, d'enjeu vraiment à renouveler Créajeune parce que la formule fonctionne. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est de renforcer justement cet aspect rencontre des jeunes et trouver de nouvelles dimensions pour le faire, et par exemple par des ateliers comme Thomas peut les mener, en proposant une forme de colo, par exemple, un séjour où on met pendant 3 jours, 5 jours, 7 jours, on verra comment est-ce qu'on arrive à concrétiser ça, des jeunes de 2, 3 des pays qui participent à Créajeune ensemble, avec pour objectif qu'ils aient un petit film réalisé à la fin, et que ce soit un produit commun qui puisse être projeté, alors peut-être pas en compétition parce que ce serait biaisé, mais peut-être pourquoi pas hors compétition à Créajeune, et toujours dans cette idée de, par l'objet film, provoquer des rencontres et des échanges entre les habitants des différents pays. Andrea. Yo quisiera mencionar que desde hace 4 años tenemos un convenio con el Festival de Cine de San Sebastián y con dinero de Guipúzcoa Coopera estamos haciendo en colegios en Colombia un programa de formación que termina en el rodaje de unos cortos. Debíamos hacer un intercambio. Alors, depuis 4 ans, la Colombie travaille en partenariat avec le Festival de San Sebastián et con le fonds Guipúzcoa Coopera. Guipúzcoa Coopera, et c'est de faire des ateliers de formation pour les étudiants, et à la fin, il y a des courts-métrages et des étudiants qui se présentent en San Sebastián. Non. Ah non, mais c'est avec San Sebastián, mais c'est des courts-métrages des étudiants. Alors, ils sont en train de dire de faire une collaboration avec Créajeune, ce serait possible. Y también quería decir sobre cómo acercarnos a las audiencias. También creo que no es un problema solo de la institución. Es decir, desde la institución hacemos esfuerzos para juntar las pelis con las audiencias, pero creo que los realizadores también tienen que pensar en a quién le están hablando, a quién dirigen sus películas. Todas las expresiones artísticas, incluida el cine, termina en el público, y siento que nuestros realizadores a veces no piensan en ellos. Alors, dans le cas de la Colombie, Andrea, elle dit que ce n'est pas qu'une question aux institutions de penser aux audiences et de faire revenir les audiences au cinéma. C'est aussi une question pour les réalisateurs qui parfois ne se font pas la question de à qui ils sont en train de présenter leur film ou à qui ils sont en train de faire leur film. Alors, c'est un travail des institutions, mais aussi des réalisateurs à penser aux audiences. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je suppose que oui. Des questions ou des témoignages, bien évidemment. Oui, bonjour, merci pour ces présentations. J'ai 2 questions, une qui concerne le projet Otros Hoyos et une qui concerne le projet Créajeune. Concernant Otros Hoyos, je n'ai pas bien compris dans quel contexte les enseignants... Enfin, j'ai pas très bien compris en quoi consistait concrètement la médiation qui était proposée aux enseignants et quelles étaient les réticences que les enseignants pouvaient avoir par rapport à cette médiation, à quoi elle était due. Et concernant le projet Créajeune, donc si j'ai bien compris, c'est un concours. Je trouve que c'est très très intéressant la question des films d'atelier réalisés dans un contexte en temps scolaire ou hors temps scolaire. Mais là, il s'agit, si je comprends bien, d'un concours. Et comment on fait avec la question de films qui sont faits dans des contextes très différents, avec des approches pédagogiques très différentes, des accompagnements, une implication d'intervenants, et aussi la question de
la réalisation, puisque dans le cas de Thomas, par exemple, j'ai l'impression que Thomas, c'est individuel, et parfois c'est la question des groupes. Donc comment on fait avec cette question-là, la question de la compétition, en fait. Voilà, merci. Bon, dans le cas de la médiation en Colombie, c'est bon. Et par exemple, le cas dans la médiation en Colombie, c'est les médiations en salle. Comme on a vu par exemple que les jeunes, chaque fois, ils n'arrivent pas à se concentrer dans un film. On a vu que c'était nécessaire d'avoir une médiation dans la salle pour que les enfants, les jeunes, puissent se concentrer, rentrer un petit peu dans le film. Et après, le travail avec les enseignants, les médiateurs, ils ne vont pas dans la salle de classe. Mais c'est, disons, qu'un peu le travail que l'enseignant va continuer dans leur classe. Mais il a fallu avoir ce type de médiateur qui puisse travailler avec les jeunes et leur faire rentrer dans le film, parce que sinon, c'est de laisser le portable à côté, de se concentrer, de qu'est-ce que vous avez pensé du film et tout ça. Et c'était une chose qu'on a vu que fonctionnait bien au niveau Colombie. Les enseignants voulaient, parce que au début, ils ne voulaient pas faire ça parce que c'est plus de travail pour eux, évidemment, qui n'est pas dans le... C'est en temps scolaire et ils ne sont pas rémunérés plus. Voilà, exact. Alors c'était plus de travail pour eux. Mais ils ont vu que c'était une façon aussi de motiver et de faire entrer les enfants ou les jeunes dans des sujets différents, quoi. Ils ont vu que c'était des bons outils de pédagogie aussi, même s'ils ne faisaient pas la médiation dans les salles. Yo creo que es importante mencionar que muchos de esos estudiantes que estuvieron este año en la sala son niños y niñas que nunca han ido al cine y que han tenido acceso a contenidos a través de YouTube, ¿no? Entonces esa, digamos, disciplina de la sala, de sentarse 2 horas, de ver una película que no es como del mainstream, es difícil para ellos. Là, je dois faire une acotación, un commentaire, parce que hablar de los colegios privados y públicos en Colombia. La plupart des... Ok. Mais disons que la plupart des gens qui vont au cinéma, en Colombie, c'est pas comme en France que l'éducation est publique dans la plupart. Même si en Colombie, évidemment, il y a beaucoup plus d'écoles publiques que privées. Ceux qui vont au cinéma, c'est les enfants des écoles privées. Les écoles publiques, c'est vraiment pour les gens qui n'ont pas du tout d'argent. Mais en général, une personne classe moyenne va dans une école privée. Alors, c'est pour ça qu'on fait la différence entre une école publique et une école privée. Alors, oui, les enfants des écoles publiques, que sont ceux qui sont venus pour les projections du pilote, n'ont jamais allé au cinéma. Et eux, ils ont accès à un téléphone, une tablette, parce que tout le monde en a. Alors, c'était vraiment... Ils ne connaissaient pas de quoi il s'agissait. Alors, ils n'ont pas la discipline d'une salle. Peut-être un enfant d'une école privée, oui, parce qu'ils vont voir des films de Disney, des films américains, tout ça, mais pas les écoles publiques, non. N'ont pas accès. Et dans les autres pays ? Et dans les autres pays, ça marche un peu pareil. Mais disons que pour les autres pays, dans le cas du Pérou, c'est les écoles privées qui sont allées dans les salles de cinéma parce qu'il n'y avait pas de partenariat avec les écoles publiques du ministère de l'Éducation. Pareil pour Équateur et pour la Bolivie. C'était que des écoles privées qui sont venues dans les salles. C'est en Colombie, la plupart, c'était des écoles publiques. On n'a pas dit aussi, je crois que vous allez chercher des films, quand il s'agit des films français, sur la plateforme IF Cinéma, je crois. Oui. Donc là, j'imagine que vous avez aussi il y a un enjeu de langue, non ? Oui, bien sûr. Disons qu'on n'a pas donné accès aux coordinateurs et coordinatrices de chaque pays pour accéder,
c'est nous qui avons fait le choix, selon les âges qu'on allait utiliser, qu'on a choisi les films et de façon dictatoriale. On a choisi que c'était ce film, et voilà. Et disons que pour les petits, c'était facile parce que c'est en général les courts-métrages sont des courts-métrages sans dialogue. Mais oui, il fallait tenir en compte ça. Alors, on ne pouvait pas, par exemple, c'est pour ça qu'il y a l'argent de poche, qu'on n'a pas pu le montrer après, parce qu'il y avait déjà ce problème. Mais pas tout le monde a l'accès à IF Cinema. Había dejado de responderte eso la vez pasada. Efectivamente, en el piloto pues vemos que las pelis subtituladas no nos funcionan muy bien. Nuestros niños no están acostumbrados a leer, se dispersan. Sin embargo, tuvimos una película peruana que tenía partes habladas en quechua, subtituladas al castellano. Y sin duda alguna había que dejarla. Es una lengua nativa de América. No debíamos quitarla. Es parte de la identidad y de la cultura. Andrea avait oublié de lui répondre à Laurent que la question sur la langue, et il y a juste un film, je crois que c'est un film péruvien, qui a des morceaux en quechua, et si c'est difficile que les enfants puissent lire des sous-titres, mais dans ce cas-là, c'était juste quelques dialogues. Alors, mais il fallait pouvoir montrer, parce que c'était aussi c'est un peu l'intérêt du programme aussi, de pouvoir, et ça s'appelle Otros Ojos, parce que Otros Ojos, ça veut dire un autre regard. C'est jeter un autre œil sur le pays d'à côté, parce que si on ne voit pas des films colombiens, ben encore moins de films péruviens. Mais alors, c'était important de pouvoir montrer un peu l'identité aussi d'autres pays, et si c'est avec du quechua, ça fait partie des pays andins, quoi, de la langue andine. Paul, l'autre partie de la question donc, portait sur la diversité peut-être pédagogique de ce projet. Oui, et puis ce qui me permettra aussi de répondre à une question à laquelle j'ai oublié de répondre tout à l'heure. Donc sur cette question de concours, alors on y est assez attaché parce que ça permet aussi d'aller chercher des films qu'on recevrait probablement pas sans cette dimension-là. Ensuite, sur la diversité des films, en fait, il y a un prix du meilleur film, mais je dirais presque qu'il est anecdotique. Et on a plusieurs prix à décerner, les jurys ont plusieurs prix à décerner qui vont s'attacher non pas à la qualité du film, mais plutôt à ses thématiques. Et on sensibilise beaucoup les jurys au moment où on les accueille, puisqu'ils passent 2 jours pour la compétition ado, du moins 2 jours à Metz ensemble, à visionner, débattre, échanger et faire leur sélection. Et on va les amener à essayer d'oublier déjà la qualité visuelle, pas complètement parce que ça rentre forcément en compte, mais pour essayer de mettre sur un pied d'égalité des films qui ont été faits dans le cadre d'un atelier très encadré avec un réalisateur professionnel où l'image elle va être impeccable, et des films qui sont faits avec moins de moyens ou par des personnes qui ne sont pas accompagnées. Alors je sais pas déjà si ça répond à peu près ou si je tape à côté. Ouais. Alors du coup il faut que je me ressouvienne. En attendant, on va prendre une autre question dans la salle. Alors vous voulez que je me présente? Ouais. Ok. Pascal Pernès, je suis là en tant que chef de projet EAC et médiation pour la région Nouvelle-Aquitaine. Alors j'avais une question pour chaque projet. Pour Créa Jeunes d'abord, puisque c'est un projet qui concerne à la fois la France, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, je voulais savoir si vous aviez pu avoir accès à des fonds européens, que ce soit de l'Union ou du Conseil de l'Europe. Et je poserai après ma question pour les pays andins. Alors des fonds européens, non, pas directement, parce que en fait,
On aurait deux types de fonds qu'on a identifiés européens. Le premier qui est ce qu'ils appellent des petits projets à l'échelle de la grande région, mais qui sont prévus pour des projets innovants où la dimension de récurrence de Créa Jeunes n'est pas compatible, tout simplement. Et ensuite, on a les vrais fonds européens, les Interreg, etc., et qui rentrent dans une dimension tellement plus grande en termes de logistique, d'administratif, etc., que pour un projet de l'envergure de Créa Jeunes, ça semble disproportionné. Donc on s'appuie en fait sur un des fonds qu'on va chercher chacun dans nos pays respectifs auprès de nos interlocuteurs habituels. Et puis il y a un réseau qui s'appelle la réseau Quatropole, des 4 principales villes de la grande région. C'est pas des fonds européens, mais ça reste des fonds partagés à l'échelle de plusieurs pays différents. Et alors pour Maria et Anna, vous vous inspirez du système français. Est-ce que vous avez le soutien d'Unifrance et de l'Institut français? Je crois que j'ai vu l'Institut français. Alors je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils font. Mais surtout, si vous vous inspirez du système français, le système français, il s'autofinance en premier, historiquement, par une taxe spéciale additionnelle perçue sur chaque billet. Donc est-ce que vous avez en tête, chacune, quelque part, quand vous avez énormément de films américains, vous disiez tout à l'heure que 0,6% de films nationaux. Est-ce que vous avez quelque part derrière la tête de créer une TSA des pays andins, quoi, ou de le faire chaque pays individuellement? Je vais laisser Andrea répondre à cette question parce qu'elle travaille depuis 20 ans chez Proimagen et c'est l'institution comme le CNC qui s'en charge de ça. Et Sí, porque en Francia tenemos una tasa sobre el billete, que cuando vas a ver una película americana, tú pagas también una tasa que luego sirve para el presupuesto del CNC. Y la pregunta era que sería posible, inspirándose del modelo francés, de imponer un sistema como este en Colombia. Sí, ya nos inspiramos en Francia. Desde el año 2003, desde el año 2003, Colombia tiene la ley de cine, donde se creó el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que es tal cual una porción de la entrada de cine viene a este fondo y se reinvierte en el sector cinematográfico en forma de convocatorias para la producción. El 70% de los recursos deben ir a la producción. Alors oui, la réponse c'est qu'on est déjà inspiré depuis 2003 parce que nous avons une taxe sur le billet de cinéma et qui va directement au fonds de développement de cinématographique en Colombie, qui s'appelle FDC. Et le 70% de ce fonds c'est pour les films colombiens, pour les films américains, pour tout le monde. C'est un fonds qui va directement pour la promotion et la production de cinéma. Et d'ailleurs, c'est 70% du fonds doit être pour la production. Et ça, c'est par exemple pareil comme le Cinéma du Monde, c'est des convocatorias, des appels à projets. Des appels à projets, voilà. Et c'est une fois par an qu'on bénéficie plusieurs projets pour faire des films. Et pas seulement pour produire des films, mais pour faire la promotion des films en Colombie et à l'étranger, et courts-métrages, documentaires, animation, et écriture. Je crois qu'on pourrait dire que c'est le plus grand d'Amérique latine, c'est uno de los fondos más grandes de América Latina, ¿no? Qui finance et qui fait ça. Et c'est inspiré
de la France. Pero solo el 20% restante en otras actividades como promoción internacional, promoción nacional. Ah, ok, la promotion nationale, formation, promotion internationale, c'est le 20% ou 30%? Ah, 20%. Ah, ok. Et le 10%, c'est pour la gestion administrative du fonds. D'accord. Et pourquoi il n'y a pas le Chili? Parce que pour Parce moi, le que, premier oui. pays andin, c'est le Chili, non? Mais, oui, non. Bah, oui. Et Venezuela n'a pas des montagnes andines, mais c'est comme ça que. Parce que c'est la coopération audiovisuelle française qui a choisi les pays. Alors, la coopération qui est à le Chili, c'est Argentine, Chili, Paraguay, Uruguay. C'est le cône sud. J'imagine, je ne suis pas sûr de ça, mais ça doit correspondre à la zone de couverture, de responsabilité de l'attaché audiovisuel qui est en poste en Colombie. C'est ça, oui. Voilà. Même donc, si le Venezuela n'a pas de oui, c'est ça. la chaîne andine et le Chili, oui, mais oui, mais ça s'appelle comme ça. Ça, c'est diplomatique, c'est une réponse oui, diplomatique. Et pour Unifrance, c'est pas le rôle d'Unifrance, c'est vraiment d'accompagner l'export des films français à l'étranger. Donc Unifrance n'intervient pas sur ce type de projet. D'autres questions ou témoignages? J'en profite si quelqu'un prend le temps de réfléchir, mais sinon je me pose mes questions à l'Espérance Otros Ojos. Oui. Tu as parlé, j'ai compris que la constitution du programme, du catalogue, c'est très important, la question de l'identité de chaque pays. Et c'est peut-être une grosse différence, quelque chose qui nous fait réfléchir à nous en France par rapport à le choix des films qui finissent dans les catalogues nationaux, donc l'identité nationale et l'identité des pays andins. Mais tu as aussi cité le mot thématique, c'est-à-dire que pour vous c'est important que les films portent une thématique, genre je voudrais savoir plus par rapport à une thématique sociale, par exemple, si c'est important pour vos publics, votre éducation au regard. Et l'autre question était sur l'éducation au regard Otros Ojos, vous regardez beaucoup la France, je comprends. D'autre part, il me semble, de ce que j'ai compris de votre réalité, que sur la dimension, vous avez une expérience, une historique que vous appelez cinéma communautario, très important, très présent dans vos discours de l'Amérique latine, des pays andins, c'est-à-dire qui est plutôt lié, si je comprends, au fait de faire des films ensemble, de la création collective. Et je voulais savoir, voilà, si tu pouvais dire un mot sur cette histoire, s'il y a cette expérience, si tu confirmes que chez vous, en Colombie, il y a une expérience, une tradition par rapport à cette création collective et partagée, qui peut être quelque chose que nous, en France, on est beaucoup plus habitués à interpréter l'éducation aux images comme une éducation spectateur réel, d'aller voir des films, mais peut-être justement sur le côté faire, on est peut-être que vous avez plus d'histoire ou de tradition, ou la même, mais bon. Alors, et pour la première réponse sur la thématique des films qu'on a disponibles, disons qu'on voulait, c'était surtout des thématiques qui soient correctes pour les âges qu'on allait utiliser, mais c'est pas qu'on a choisi une thématique particulière. Pour le catalogue, c'était tellement vite que c'était aussi d'avoir des films qui soient plutôt pour les rangs d'âge des spectateurs qu'on allait travailler, plus qu'une thématique en particulier. Mais évidemment, oui, on ne voulait pas montrer violence ou des choses comme ça, sinon des choses qui puissent être plus régionales et que ce ne soit pas super colombien qu'après une personne du Pérou ne pourrait pas s'identifier. Alors c'était ça du côté thématique. Du côté de la ciné communitario, je pourrais parler comme productrice, je fais de la production de cinéma aussi. Et là, disons un peu qu'en Colombie, il n'y a pas, évidemment, tout le monde fait du ciné communitario parce que quand on n'a pas le fonds, si on veut faire des films, il faut travailler en communauté cinématographique pour faire les films. Mais disons qu'en Colombie, il y a une telle professionnalisation, il y a tellement d'industrie que c'est devenu plus rare de faire des films communitarios.
Mais pour les autres pays, c'est vraiment là que je suis en train de travailler avec les autres pays andins. Je peux voir comme il n'y a pas des subventions, il n'y a pas des fonds comme les autres, comme celui de Colombie. Il faut travailler dans le ciné communautaire. Il faut faire les films avec les amis et tout ça un peu. Et beaucoup de films. Et par exemple, les films boliviens, il y a des films péruviens qui sont dans notre catalogue qui est disponible sur la page de otrosojos.com. Et il y a des films qui sont faits de cette façon, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres témoignages? Oui. Alors, moi, donc, comme je suis historique, je vais réagir. C'est le cinéma 100 ans de jeunesse. C'est effectivement un programme qui existe depuis, comme tout ce dont on a parlé jusqu'à présent, plus de 30 ans. Visiblement, c'est une séquence importante, 30 ans. Et je voulais dire que je voulais juste témoigner par rapport à... Là, je parle surtout de l'expérience des pays andins, puisque c'est un programme international. Donc, on a déjà travaillé, nous, avec la Colombie, mais avec une autre association, et puis avec plusieurs pays d'Amérique du Sud et dans d'autres pays. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant quand on veut développer une action et qu'on regarde vers la France. C'est bien sûr les dispositifs et tout ce qui est lié, mais c'est aussi de pouvoir participer à un groupe de... C'est plus qu'un groupe de travail, parce qu'en l'occurrence, dans ce programme, on mène des ateliers de pratique. C'est-à-dire les élèves réalisent des films aussi. Donc c'est de la réflexion appliquée, je dirais. Et de pouvoir intégrer comme ça aussi une communauté de recherche, de formation, de formateurs. Je crois que c'est une dimension qui accompagne bien la reprise des dispositifs, si j'en juge par ce qui s'est produit dans les années précédentes. C'est-à-dire que souvent, on a été sollicité comme ça, par des associations ou par des cinémathèques. Alors en Allemagne, il y a quand même, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, il se passe des choses en Allemagne, notamment par exemple la Cinémathèque de Francfort qui mène un travail fantastique, elle se regroupe aussi, ils sont plusieurs à se regrouper. Donc il y a et souvent il y a une demande de faire partie d'un groupe qui va au-delà de son pays ou même des pays adjacents, pour construire sa propre politique de formation. Voilà. Donc je voulais juste signaler que parce que nous, ce programme, il est un petit peu atypique. Il a beau être ancien, il est un peu singulier, je dirais. Mais pourtant, je continue de penser que c'est une étape vraiment importante quand on veut développer une éducation au cinéma dans un pays. Voilà. D'ailleurs, en Colombie, et le ministère de l'Éducation, et c'est pour ça qu'on a pu se rapprocher à eux, ils ont des activités après école, ils sont en train de le mettre en place, qui s'appelle centre d'intérêt, et ça va être des centres d'intérêt spécialisés par... je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aime la musique, il y a des centres d'intérêt spécialisés en musique, et il y a aussi un centre spécialisé, plusieurs centres d'intérêt spécialisés à l'audiovisuel. Alors de cette façon, on a pu faire un peu le partenariat avec le ministère de l'Éducation, entre Proimágenes, le programme, pour commencer à leur montrer du cinéma et pour qu'ils puissent faire ce type d'atelier. On est en train de faire le pilote en s'inspirant, mais oui, mais c'est important aussi de faire. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, on travaille sur la durée.
Et c'est pour ça que je vous posais la question de savoir tout à l'heure si vous n'étiez pas un peu inquiète de savoir comment ce projet finalement allait pouvoir se poursuivre. Je voudrais peut-être aussi que Thomas, je crois que Thomas aussi conduit un projet de son côté depuis 4 ou 5 ans avec un groupe de jeunes. Oui, c'est un projet cinématographique avec plus de 30 jeunes qui ont entre 5 et 15 ans. Et notre sujet, c'est la démocratie. Et c'était donc la seule chose qui est obligatoire, c'est de parler de démocratie et que c'est aux jeunes de développer l'histoire. Et nous avons déjà créé 5 films et le groupe s'agrandit. Et ça me fait beaucoup de plaisir et ça apprend un peu aux jeunes ce monde cinématographique aussi. Et d'où viennent ces jeunes? Est-ce que c'est dans le cadre du dispositif scolaire ou est-ce que c'est un projet hors temps scolaire et avec... C'est hors scolaire. J'organise des ateliers au sein des établissements scolaires aussi, mais dans ce cas-là, c'est hors scolaire. Et au fil du temps, il y a des jeunes qui viennent nous voir, on les intègre dans l'histoire aussi, et ça fonctionne très bien. Surtout parce que c'est un projet qui non seulement promouvoit l'amour pour le cinéma ou la compétence dans les médias, mais c'est un projet qui également renforce le caractère, également on leur permet aux jeunes d'avoir plus de confiance en eux-mêmes. Et le plus beau compliment que j'ai eu de la part d'une maman, c'était quand elle m'a dit « Mon fils a grandi de 10 mètres pendant ce projet. » Et voilà, ça me... Non, 10 mètres, il a dit 10 mètres, pour exagérer. Pas en vrai. J'imagine. Et donc, ça démontre très bien que ces projets servent à quelque chose. On a encore 5 minutes. La dernière question. Oui, j'avais une question pour le projet Otros Ojos. Vous avez mentionné des choses qui, peut-être pour nous ici en France, sont des choses qui n'ont pas sa place dans l'éducation aux images. Par exemple, les snacks dans les salles de cinéma ou même la salle qui se rend dans les établissements scolaires. Ou bien les partenariats avec du privé. Enfin, ce sont des choses qui sont rares dans les dispositifs. Comment vous avez, ou quel a été l'acheminement de ces genres des changements au modèle français qui, j'imagine que ce sont des adaptations que vous aurez dû faire pour la réalité des territoires. Donc, quel a été l'acheminement et puis est-ce que c'est un véritable blocage pour mener des actions liées à l'éducation aux images ou on peut faire de l'éducation aux images même si les mômes ils mangent dans la salle de cinéma, quoi. Enfin. Aquí es importante contarles que Proimágenes Colombia nunca había hecho esto antes. La embajada nos llamó para estar en este proyecto y nosotros, en nuestro inmenso como emoción de poder acercarnos a las nuevas audiencias, lo aceptamos. Alors, pour Proimágenes, c'est la première fois à faire un projet pareil. C'est l'ambassade qui a appelé Proimágenes et c'est tellement excitant qu'ils ont dit oui, mais... Okay. Okay. Sin embargo, entonces realmente todo lo fuimos aprendiendo sobre la marcha, en la medida en que íbamos avanzando y entendiendo a la comunidad estudiantil. Mais alors, comme c'était une première fois à faire ça, on ne savait pas avec quoi on allait... Qu'est-ce qu'on allait retrouver dans le chemin. Et on ne savait pas, par exemple, le truc des goûters.
du goûter, on ne le savait pas. Et conocer también las inquietudes del Ministerio de Educación. Ahí hemos tenido que hacer como un equilibrio muy grande. Nosotros llegamos con un proyecto que pretendía llevar a los estudiantes a la sala de cine y el Ministerio de Educación necesita un proyecto para que el cine sea un mecanismo o un dispositivo para el aprendizaje. alors, pour se rapprocher au ministère de l'Éducation, c'était pas juste de dire que c'était d'emmener les jeunes à la salle, mais il fallait faire un projet, que ce soit vraiment pouvoir démontrer que c'était un projet d'éducation académique, qu'ils allaient apprendre quelque chose. Y así hemos tenido que ir como haciendo que el proyecto vaya mutando y cambiando, teniendo en cuenta el aliado y las necesidades que tiene. En el caso del Ministerio de Educación, necesitaban ellos que los docentes fueran también mediadores, entonces empezamos a atraer a los docentes para que pudieran replicar en el salón de clase, por ejemplo. Alors, dans le cas du ministère, il a fallu s'adapter. Dans chaque partenaire demande une chose différente. Dans le cas du ministère de l'Éducation, c'était le goûter, tout ça, et même que les enseignants soient des médiateurs. Alors, il a fallu aussi que les enseignants prennent ce laboratoire de médiation. Mais comme c'est un pilote, c'est des choses qui surgissent jour le jour et il faut s'adapter. Mais les enfants ne mangent pas dans la salle, je vous rassure, c'est pas pendant qu'ils regardent le film, c'est avant ou après. Parce que, comme je le disais, dans le cas des écoles publiques, le goûter, c'est dans l'école, alors il faut assurer qu'ils vont avoir un goûter pendant cette sortie pédagogique, disons. Incluso las mediaciones son distintas a como las hacen en Francia. Nosotros nos hemos concentrado más como en 3 pilares y tienen que ver con las sensaciones, con las emociones y con la reflexión alrededor de los contenidos. Es decir, no les estamos enseñando el plano, las luces, no, estamos apenas entrando en ellos a través de las emociones, las sensaciones y la reflexión a partir de una película. Dans le cas colombien aussi, je parle des médiations, ça c'est aussi une chose différente qu'on a fait de l'éducation à l'image. C'est parce que les médiations, c'est pas justement de parler de l'image de cinéma, plan et éclairage et tout ça, mais c'est commencer à parler du corps, des émotions, des sensations, et puis après la réflexion sur le cinéma. Alors, ça se fait pendant les 3 sorties au cinéma ou le cinéma à l'école qu'on commence à travailler sur ça. Parce que, comme on l'avait dit, c'est des enfants qui ne vont pas au cinéma jamais, qui ne connaissaient pas. Alors, c'est un travail, c'est des spectateurs différents. Mais c'est une chose qu'on a vu pendant qu'on était en train de faire le programme. Incluso tenemos actividades lúdicas, más de juego, para que los chicos se suelten, para que no tengan miedo de hablar de algo que no conocen, porque ellos van a empezar a hablar y a reflexionar sobre cosas que no conocen. Entonces, jugamos con ellos. Alors, pendant les médiations, c'est différent qu'en France parce que c'est plutôt du jeu. C'est leur faire jouer et parler, parce qu'ils vont commencer à voir ou parler de choses qu'ils n'ont jamais parlé ou qu'ils n'ont jamais vues. Alors, pour commencer à ça, c'est un voyage sur les émotions et tout ça. C'est une médiation différente aussi. Mais oui, c'est pour ça que c'est la première année de pilote. Laurent, je pense qu'on peut oui, conclure. on va conclure. Ce que ces 2 projets montrent surtout, je pense que c'est l'importance de la coopération. La coopération est vraiment un moteur essentiel. La coopération entre les institutions, entre les pays,
entre les métiers, entre les générations. Et peut-être que c'est cela finalement l'enjeu le plus précieux, c'est parvenir à tisser des liens durables dans un monde où tout semble aujourd'hui nous pousser à la dispersion. Je voudrais vraiment vous remercier très sincèrement, tous les quatre, pour vos témoignages. Merci beaucoup. Et je pense qu'on peut vous applaudir.